Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Le président de la République en route pour la Chine. Paul Biya a quitté Yaoundé ce dimanche en compagnie de son épouse Chantal Biya. Le chef de l'État répond à une invitation de son homologue chinois. Le film du départ à l'aéroport de Yaoundé-Simalène en tête du journal. La chefferie traditionnelle du Nord-Ouest en faveur d'un retour au calme dans la région. Les faunes du Nord-Ouest étaient réunis ce dimanche à Bamenda autour du ministre de l'administration territoriale. Les détails dans ce journal. En sport, championnat MTN Elite One, Fovu Club de Baham prend la tête du classement après sa victoire cet après-midi face à Astre de Douala. La 8e journée du championnat s'est disputée ce dimanche. On fait le point en fin du journal. Voilà pour les titres. Paul Biya et son épouse ont quitté Yaoundé ce dimanche à destination de Beijing, en Chine. Le président de la République répond à une invitation de son homologue chinois, Xi Jinping. Une visite d'État en République populaire de Chine qui s'inscrit dans le sens de l'amélioration constante des relations bilatérales entre le Cameroun et la Chine. L'ambiance à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, vécue par notre reporter Dieudonné Omba. Ce dimanche 18 mars 2018 était jour de liesse pour les militants RDPC de la Mefouya-Famba, les membres d'une Konkoa et de la Jachabi à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. La raison, ils ont accueilli Paul et Chantal Biya, le temps que le couple présidentiel séjourne ici pour l'embarquement à destination de la République populaire de Chine. Un privilège que les populations ne boudent pas. Pour le dire, des sons et des contorsions de corps. Ambiance qui redouble d'intensité à l'arrivée des deux illustres passagers. Hormis la foule en liesse, les corps constitués, reconfigurés à la faveur du réaménagement de l'équipe gouvernementale le 2 mars 2018. En tête du rang des dignitaires, les présidents des deux chambres du Parlement, suivis des hautes personnalités de l'exécutif, avec le tout nouveau ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Elung Paul Tché, le tout nouveau directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mwandoyolo, et le tout nouveau directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République, Oswald Baboké. Personnalités qui présentent leur civilité au couple présidentiel. Une fois dans la loge présidentielle, le chef de l'État va accorder la seule audience de l'échéance au ministre secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Pendant de longues minutes, Paul Biya va s'enquérir de l'état de certains grands dossiers et donner ses hautes directives à son proche collaborateur. Au même moment, Chantal Biya, la première dame camerounaise, s'entretient également avec les épouses de certains proches collaborateurs de son illustre époux. Quelques instants après, le couple présidentiel prendra le chemin qui mène à l'aéronef, non sans serrer la main une fois encore aux dignitaires présents. C'est d'un pas rassurant que le couple présidentiel, après les civilités des hauts gradés et de l'équipage, retrouve le dernier carré des personnalités. Marcel Niadjifenji, le président du Sénat, Kavaye Dubrel, le président de l'Assemblée nationale, Ferdinand Ngongo, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, et Sun Wei, le chargé d'affaires à l'ambassade de Chine à Yaoundé. C'est la dernière articulation avant que le couple présidentiel gravisse l'échelle menant au Boeing 777-200. L'aéronef, après quelques manœuvres sur l'asphalte de Simalène, prendra la voie des cieux où se dissipent les derniers nuages. Direction Beijing, en Chine, où le président Paul Biya, accompagné de la première dame camerounaise Chantal Biya, effectue une visite d'État du 22 au 24 mars 2018. Il y a été invité par son homologue chinois Xi Jinping. Et je vous donne à présent lecture de ce communiqué du cabinet civil de la présidence de la République au sujet de cette visite du chef de l'État en Chine. À l'invitation de son Excellence M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, a quitté Yaoundé ce dimanche 18 mars 2018 en fin de matinée avec son épouse Mme Chantal Biya à destination de Beijing pour une visite d'État en République populaire de Chine.
Le chef de l'État est accompagné dans son déplacement de la suite officielle composée des personnalités ci-après désignées. Monsieur Lejeune Mbela Mbela, ministre des Relations extérieures, Monsieur Samuel Vondo-Ayolo, ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Monsieur Emmanuel Nganou-Djoumessi, ministre des Travaux publics, Monsieur Mengot Victor Aré Congo, ministre chargé de mission à la présidence de la République, Monsieur Alamine Ousmane Mey, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Monsieur Gaston Elundou Essomba, ministre de l'eau et de l'énergie, Monsieur Halim Ayatou, secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique, chargé de la lutte contre les épidémies et les pandémies, Monsieur Luc Sinjoun, conseiller spécial à la présidence de la République, contre-amiral Joseph Fouda, conseiller spécial à la présidence de la République, Monsieur Martin Pana, ambassadeur du Cameroun en République populaire de Chine, Monsieur Simon-Pierre Bikele, chef du protocole d'État, Monsieur Christophe Equin, président de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat, Monsieur Célestin Tawamba, président du groupement interpatronal du Cameroun. Un communiqué est signé du directeur du cabinet civil, Samuel Vondo-Ayolo. Avant de quitter le Cameroun, le président de la République a adressé un message à son homologue, un message de félicitations à son homologue Xi Jinping, message dont je m'en vais vous donner la teneur. Monsieur le Président, il m'est particulièrement agréable de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations suite à votre réélection par l'Assemblée nationale populaire à la magistrature suprême de votre pays. J'y associe mes vœux de plein succès dans l'exercice de votre haute fonction. Ma prochaine visite d'État dans votre grand pays contribuera certainement à donner une impulsion encore plus forte à la coopération déjà fructueuse entre nos deux nations. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances renouvelées de ma très haute considération. C'est signé Paul Biya. La chefferie traditionnelle du Nord-Ouest s'engage à peser de tout son poids pour un retour à la normale dans la région. L'engagement a été pris ce jour à Bamenda au cours d'un conclave qui a regroupé autour du ministre de l'administration territoriale à Tangandji les FON du Nord-Ouest. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre d'une mission de dialogue initiée par le président de la République. Le reportage de Oswald Medung à Bamenda. Écouter et échanger, tel était l'objectif de la mission du ministre de l'administration territoriale dans le Nord-Ouest, ce à quoi il s'est attelé avec les dépositaires du pouvoir ancestral. Aussi, les FON ont-ils convergé vers Bamenda pour écouter celui qui est venu au nom du président de la République. Au cœur des échanges, les perturbations des 16 derniers mois pour saluer le calme et la sagesse dont ont fait preuve les FON. Leur message au président Paul Biya avait bien de quoi satisfaire. Les chefs traditionnels vont charger de dire au chef de l'État de lui dire merci pour le nouveau gouvernement et pour la promotion des fils et des filles des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et que pour cette raison, ils vont plus que jamais collaborer avec l'administration et que pour eux, le Cameroun est un et indivisible. Mais au-delà, il faut agir pour mettre fin à toute tentative de déstabilisation de l'état de droit, d'où qu'elle vienne. La position des chefs traditionnels sur le sujet qu'ils condamnent d'une seule voix est d'ailleurs intransigeante. Nous, le chef traditionnel du Nord-Ouest, on a renvoyé le ministre de l'administration territoriale pour dire au chef de l'État qu'on n'est pas pour le sécessionniste, on n'est pas là, et qu'on est unis derrière le chef de l'État pour combattre tout ce qui cause le désordre. En répondant nombreux à l'appel du MINAT, les FON sont aussi venus des 7 départements du Nord-Ouest exprimer leur gratitude au chef de l'État pour la nomination d'un homme d'action, fils du terroir, au stratégique ministère de l'administration territoriale. Pour eux, les portefeuilles qui reviennent aux fils et filles du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont la manifestation d'un père qui écoute. En venant à Bamenda, le MINAT a dit toute sa détermination à restaurer l'autorité dans l'unité des chefs traditionnels, ceux du Nord-Ouest notamment, confrontés ces derniers temps aux menaces des sécessionnistes. À ces derniers, le MINAT laisse le choix entre deux options, se rendre ou faire face à la justice qui, elle, sera sans pitié. Et dans le sud-ouest, les opérations de recherche se poursuivent dans le Lébialem pour retrouver le président du conseil d'administration du DCE Board. Le professeur Ivo Leketambo a été enlevé hier samedi dans la localité de Alou par un groupe d'hommes armés alors qu'il était à bord de son véhicule. Stéphane Tala.
La nouvelle de l'enlèvement du PCA du GCE Board hier dans son Lébialem natal s'est répandue comme une traînée de poudre à travers une vidéo postée dans les réseaux sociaux. Des images montrant le professeur Aivoleke Tambo presque sans vêtements en captivité en présence d'hommes armés dans une localité étrange. Le sous-préfet de l'arrondissement de Allo m'a appelé pour m'informer que les gens qui venaient à Menji pour une cérémonie de motion de soutien au chef de l'État pour la nomination de leur fils a été perturbé en route. Et immédiatement, j'ai pris les gendarmes pour aller voir exactement ce qui ne va pas. Et arrivé là-bas, le sous-préfet m'informe aussi qu'à 9h30, on avait déjà enlevé le professeur Leke Tambo. Actuellement, les autorités administratives et les forces de sécurité mobilisent les ressources afin de retrouver le PCA en captivité. Face à la situation, le préfet du Lébialem invite les populations de son département au calme et à la vigilance. Développer une culture inclusive dans les salles de classe à travers les méthodes d'enseignement diversifiées, cette thématique était au centre d'un séminaire qui a regroupé des enseignants des lycées et collèges de la ville de Buea. Les travaux étaient organisés par un groupe d'enseignants dans le cadre du programme Teaching Excellence and Achievement du Bureau des affaires culturelles et éducatives au département d'État américain. Suivons une fois encore le reportage de Stéphane Tala. Une évaluation de la pratique de l'éducation inclusive dans les établissements scolaires a ouvert ce séminaire qui a regroupé plus d'une centaine d'enseignants issus de 20 lycées et collèges de la ville de Buea. 80% d'enseignants ne prennent pas, selon l'étude qu'on a menée, ne prennent pas en compte cette notion d'inclusivité, cette différence qu'il y a entre les apprenants et qui devrait vraiment être une richesse pour l'enseignant. La suite des travaux va être consacrée au renforcement des capacités des participants avec des stratégies qui leur permettront de mieux comprendre et connaître les apprenants. Cela a l'effet d'assurer une éducation équitable sans discrimination liée à un quelconque handicap. L'exercice a été mené à travers 8 présentations par des experts nationaux et internationaux. Grâce au programme Teaching Excellence and Achievement, en abrégé TI, du Bureau des affaires culturelles et éducatives au département d'État américain, les enseignants du secondaire qui sont sélectionnés bénéficient de 6 mois de formation aux États-Unis d'Amérique. On nous outille sur les différents aspects de l'enseignement et surtout sur les aspects qui sont pratiquement un peu négligés. Nous prenons des cours, nous allons dans des établissements secondaires et nous enseignons également puisque nous avons environ 40 heures d'enseignement à faire. Regroupés au sein de la Cameroon Tea Alumni Association, les bénéficiaires camerounais entendent partager les connaissances acquises avec leurs collègues enseignants des 10 régions du pays. Le brevet de technicien supérieur dans sa composante anglophone passe au scanner. Le Higher National Diploma HND est en instance d'homologation. Les experts du ministère de l'Enseignement supérieur et les partenaires des instituts privés planchent sur un document qui, après validation, rendra le HND effectif dès la prochaine rentrée académique. D'autres précisions avec Pierre Binambaga. Depuis 2015, le ministère de l'Enseignement supérieur a engagé des réformes pour la formation des techniciens supérieurs. Les méthodes actuelles sont obsolètes, donc inadaptées au contexte socio-professionnel ambiant. Les réformes de la formation des techniciens supérieurs par la réforme des programmes du BTS, brevet de technicien supérieur, sont déjà disponibles. Ils sont entrés en vigueur cette année académique et les premiers examens organisés sous l'égide auront lieu en 2019. Maintenant, il est question de finaliser la réforme et d'homologuer les programmes du Higher National Diploma, l'équivalent du BTS en anglais. L'avantage avec ce processus, vous l'avez bien vu, le milieu socio-professionnel est bien représenté. Et nous voulons que ce milieu socio-professionnel, avec bien sûr les représentants des EPS, nous permet de mettre sur pied un programme qui est bon, qui est compétitif, qui est comparatif et qui fait en sorte qu'on puisse former des étudiants de qualité. En finalisant ces programmes du Higher National Diploma, les apprenants auront de la matière. Ils seront rendus officiels avant le mois d'août en vue de leur entrée en vigueur dès la prochaine rentrée académique. Le commandant du Centre d'instruction d'application et de perfectionnement du génie militaire de Douala est en poste. Le colonel Laurent Amand a pris le commandement à Douala au cours d'une cérémonie présidée par le général de division Philippe Mpaye. Le commandant des écoles et centres d'instruction interarmés lui a recommandé de servir jusqu'au sacrifice suprême afin d'offrir une formation de qualité au personnel militaire. Aboubakar Abo, CRTV Littoral.
Rituel de prise de commandement au centre d'instruction, d'application et de perfectionnement du génie militaire de Douala. Le nouveau commandant du centre est présenté au drapeau. Le colonel Laurent Amand, au pas militaire, axe son plan d'action sur le terrain de l'efficacité afin d'offrir au personnel militaire une formation de qualité. Je rends gloire à Dieu et je dis merci à la haute hiérarchie qui m'a fait confiance. Je sais que je suis à la mesure parce que de toute ma carrière de jeune officier, j'ai passé comme formateur. Je l'ai fait jusqu'au bout et je compte beaucoup sur mes collaborateurs. Je sais que je serai à la mesure de la confiance en moi placée. L'efficacité et la pérennité d'un système de défense passent par la formation et l'entraînement de son système d'hommes, dont la valeur et le rayonnement dépendent essentiellement de la discipline. Cet enseignement est une réalité au Centre d'instruction, d'application et de perfectionnement du génie militaire de Douala. Le nouveau commandant du centre, colonel Laurent Amand, est issu de la promotion Solidarité africaine de l'EMIA. La nationale numéro 2 à Ebolova subit une cure de jouvence après plus de 20 ans. Trait d'union entre le centre et le sud, c'est aussi l'axe principal entre le Gabon et la Guinée équatoriale. La dégradation de cette route est à l'origine de nombreux accidents mortels. Le reportage de Franck Evina, CRTV Sud. C'est une vieille dame de 25 ans en cours de réhabilitation. La nationale numéro 2 Yaoundé-Bolova est jonchée de nids de poules, souvent à l'origine d'accidents, entre Ngoulmakon et Mengon, tronçon le plus dégradé de cette route longue de 168 km. Il y a de cela 2 semaines, à numéro 2, s'est produit un accident très grave où une tercelle a dérapé et ça fait des dégâts énormes. Il nous arrive souvent de rentrer avec les enfants à pied. Parfois, les voitures sont obligées de quitter même la chaussée pour nous retrouver au niveau du trottoir parce qu'ils esquivent les nids de poules. On faisait de 4-5 mois avec les roues neuves. Mais aujourd'hui, nous sommes incapables de faire 4 mois avec les roues. 8% d'auto de réalisation à ce jour. Le chantier évolue plutôt bien et rassure l'État qui y injecte près de 24 milliards de francs CFA. Il s'agit de reconstituer les différentes structures de la chaussée de cette route, de revoir le système d'assainissement, de drainage, de revoir aussi les ouvrages hydrauliques transversaux. Le maître d'ouvrage, une entreprise camerounaise, réhabilite également les bus à titre préventif. On a dénombré environ 44 passages de bus métalliques et il y a une vingtaine qui ont été recensés. La fin des travaux est prévue pour début 2019. La nationale numéro 2, Yaoundé-Bolova, c'est aussi la principale voie vers les frontières avec le Gabon et la Guinée équatoriale. Dans la page portrait du journal, je vous invite à faire connaissance avec le nouveau président, ou devrais-je dire la nouvelle présidente du Conseil national de la consommation. Jacqueline Kwa Alima Beyala a été portée à la tête de cet organe consultatif mercredi dernier pour une durée de 3 ans renouvelable une fois. La soixantaine entamée, la nouvelle présidente du Conseil national de la consommation était jusqu'à sa nomination inspectrice générale au ministère du Commerce. Son portrait brossé par Marie-Laurence Kay. D'une allure imposante et forte, Jacqueline Kwa, nouveau président du Conseil national de la consommation, n'est pas en terrain inconnu. Elle côtoie ce secteur d'activité depuis plus d'une trentaine d'années, depuis sa sortie d'école en 1984, où elle a occupé différents postes de responsabilité au ministère du Commerce. C'est donc un domaine qu'elle maîtrise et qu'elle entend redynamiser. Je mettrai le meilleur de moi-même pour rendre cette structure opérationnelle viable. Je voudrais lui donner du contenu parce que au plan commercial, nous observons ce qui se passe dans notre pays. Nous avons par exemple l'envahissement de notre marché national par des produits de contrefaçon. Je crois que c'est un aspect des missions sur lequel nous allons axer
notre travail. Du haut de ses 60 années, qu'elle aborde d'ailleurs fièrement, on lui donne dorénavant du Madame la Présidente, titre qu'elle porte depuis un moment parce que par ailleurs, présidente de la sous-section OFRDPC d'Obala 3 dans la section Léquier-Est, région du Centre. Cet administrateur civil principal hors échelle est reconnu par son dynamisme caractérisé. Je suis une femme qui ne dort pratiquement pas et je m'implique beaucoup au travail. Je pense que si cela était un atout, ça pourrait être à mon actif. Madame Koa, née Alima Béala Jacqueline, est mariée et mère de 5 enfants. Une délégation de touristes économiques européens était mercredi dernier sur le site du port autonome de Douala, ce port qui occupe une position stratégique dans le golfe de Guinée, tout comme le port d'Anvers en Belgique, très influent en Europe. Un accord de partenariat a été signé entre les deux ports pour matérialiser leur coopération. Olivier Kingemoli à Douala. Mercredi 7 mars 2018 à Douala, l'air du large s'offre à une délégation de touristes économiques européens qui ont jeté leur ancre sur les installations du port autonome de Douala. C'est l'une des plus importantes places portuaires au cœur de l'Afrique, au golfe de Guinée. Ces touristes économiques sont en effet membres d'une délégation du port d'Anvers en Belgique, le deuxième port le plus important d'Europe. 9 siècles d'expérience. À Douala, ils sont venus négocier et obtenir un cadre de coopération avec la communauté portuaire de Douala, dont l'attrait est mis en relief par le président du port visiteur. Les bonnes relations entre les autorités s'étendent aussi vers le monde privé. Je préside maintenant cette délégation. Il y a 20 entreprises qui sont actives à Anvers et qui veulent devenir actives à Douala ou qui le sont déjà mais qui veulent faire mieux encore. La motivation est donc évidente. Désormais, le port autonome de Douala et le port d'Anvers sont liés par un accord de partenariat matérialisé par ces deux signatures, celle de Cyrus Ngo, directeur général du PAD, et de son homologue du port d'Anvers. Au-delà de l'appui à la modernisation du port autonome de Douala, la convention de partenariat va aussi rapprocher les milieux d'affaires de Douala et d'Anvers. Avec moi, il y a une vingtaine des entreprises privées dans le secteur maritime, logistique. Et l'intention, évidemment, c'est pour le bénéfice de chacun qu'on peut élargir et agrandir les volumes entre nos deux ports. Sur le quai, les équilibres économiques vont se développer et pour qui connaît la place de l'infrastructure portuaire dans le développement économique d'une ville ou d'un pays, il faut saluer ce partenariat entre un géant et un projet. Dimanche 25 mars, dans une semaine, jour pour jour, les conseillers municipaux iront aux urnes pour élire les sénateurs. En attendant, la campagne se poursuit sur le terrain, une campagne qui se joue dans l'entre-soi des grands électeurs, un électorat que l'on ne touche ni massivement, ni par des tractages dans les marchés, mais qu'il faut convaincre un par un. Agnès Solange-Abessolo. Nous sommes d'attaque. Nous n'attendons pas le dernier jour. Nous sommes d'attaque, nous sommes prêts. Nous allons élire les mêmes sénateurs, plus un nouveau qui a remplacé un décédé, avec sérénité. Et ce n'est pas parce que ces conseillers municipaux auront le dernier mot le jour du scrutin que les rapports de travail qu'ils ont toujours entretenus avec les sénateurs vont s'effilocher. Que non. Les rapports sont bons, on se fréquente beaucoup plus, ils nous appellent. Vous comprenez pourquoi? Tenus au respect de la discipline de leur parti, ces conseillers municipaux, bien qu'adoubés, sont confrontés parfois à une certaine pression. La discipline est de rigueur. Nous avons reçu des consignes par rapport à ces élections. Le dialogue a toujours été sollicité par des partis amis. Et il y a même eu des listes concurrentielles dans le sud. Pour la plupart d'entre eux, la dernière semaine de campagne s'annonce chargée en tractations. Nous avons la pression de gagner, pas de perdre, la pression de gagner tous les sièges. Dans la semaine, le programme est trop chargé. Chaque section qui a à la charge
de conduire la campagne au niveau local, va également tenir ses meetings dans la semaine avant le 25. Battre campagne tout en gardant leur libre arbitre reste le gros challenge des conseillers municipaux. C'est dans la dernière ligne droite cette semaine. Les femmes rurales de l'arrondissement des Bebda dans la Léquié, invitées à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Appel lancé vendredi au cours d'un atelier de sensibilisation organisé par la Dynamique de développement économique et social des femmes, chefs traditionnels et reines-mères du Cameroun. L'atelier présidé par le sous-préfet des Bebda est parrainé par ONU Femmes. Les précisions de Elvire Ninangalim. Inciter les femmes rurales des Bebda dans le département de la Léquié à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Réunies ici, dans la salle des actes, les femmes rurales des Bebda ont été sensibilisées par la dynamique de développement économique et social des femmes chefs traditionnelles et reines-mères du Cameroun, porteuses du projet. C'est la femme qui est la mamelle nourricière. C'est la femme qui tient le pays. Et la femme, j'ai sollicité que la femme de Bebda, qu'elle se fasse beaucoup inscrire sur les listes électorales. Pour qu'on dise qu'à Bebda, il y a 800. Le présent atelier qui offre à la femme rurale de cette contrée l'opportunité de se cultiver est accueilli à bras ouverts par l'autorité administrative. Nous sommes dans une zone rurale. Ils ont convié presque toutes les femmes rurales ainsi que les chefs traditionnels qui sont écoutés. Et nous pensons que ça va aller dans tous les coins et recoins de notre arrondissement. Elles ne sont pas seules dans cette initiative. ONU Femmes leur prête une main forte. Nous pensons que toutes les femmes qui n'ont pas été enrôlées doivent s'enrôler. Je pense que nous avons une cible de plus de 10 000 femmes et nous pensons que nous sommes dans la bonne direction avec les CAM. Aussitôt dit, aussitôt fait. Pendant 2 jours, l'arrondissement des Bebda va vibrer au rythme de la Didescar pour que cette graine germe et se développe. En religion, la solennité de Saint-Joseph, célébrée au sanctuaire Saint-Joseph d'Esseux, c'est dans la Mefouille à Famba. C'était au cours d'un pèlerinage qui a mobilisé l'ensemble des groupes diocésains de l'archidiocèse de Yaoundé. Monseigneur Jean Barga, l'archevêque métropolitain, a invité les fidèles à prendre Joseph comme modèle. Joséphine Eneke, CRTV Centre. C'est en procession, chantant des cantiques en l'honneur de Joseph, que les pèlerins issus des 19 zones de l'archidiocèse de Yaoundé ont rallié le sanctuaire Saint-Joseph d'Esseux. A suivi l'hymne à cet illustre personnage présenté aux chrétiens comme un homme fidèle, obéissant, doux et humble de cœur. C'est à ce titre que l'ordinaire des lieux, l'archevêque métropolitain Monseigneur Jean Barga a appelé ses ouailles à ne pas perdre de vue que Joseph est le protecteur du mystère de Dieu parmi les hommes. Nous avons surtout prié pour que l'Église joue son rôle dans la société. Saint Joseph est le protecteur de tous ceux qui lui font confiance. Les fidèles ont reconnu que par l'intercession de Joseph, ils bénéficient des grâces dont ils ont besoin pour être des hommes accomplis en Christ. C'est la raison pour laquelle ils ont demandé à cet homme de foi de confirmer dans leur vie sa place de protecteur. Saint Joseph, c'est le gardien des familles. Et quand on est chef de famille, on doit prier avec Saint Joseph. C'est lui qui a protégé l'enfant Jésus et la Vierge Marie. Saint Joseph agit dans ma vie tous les jours. S'il ne me donnait pas de grâce, je ne serais pas ici. La commémoration s'est déroulée dans la communion des cœurs, avec à la clé la dévotion à Saint Joseph et à la Sainte Vierge, afin de puiser à la source du salut qu'est Christ. La paroisse Marie-Gaucaire de Yaoundé a abrité ce matin un culte solennel marquant la clôture des assises de l'IRES, l'Institut des responsables de l'Association chrétienne des femmes du consistoire Yaoundé. Près de 1500 femmes étaient mobilisées pendant 5 jours autour des ateliers de sensibilisation et de réflexion sur les questions religieuses. Le reportage de Napoléon Bonaparte-Besson. Du nouveau centre administratif de la capitale Yaoundé, c'est un immeuble R+4 qui héberge désormais les services du Centre africain d'études olympiques. L'inauguration de l'édifice, dont du gouvernement camerounais, a drainé du beau monde ce jeudi. Occasion pour le président du Comité national olympique et sportif du Cameroun
le colonel Hamad Kalkaba Malboum, de remercier ses pairs africains pour le choix porté sur le Cameroun pour abriter le siège social de la nouvelle entité panafricaine, première du genre sur le continent. Créé le 26 mars 2016 à Bamako, le Centre africain d'études olympiques a pour fonction essentielle la promotion des valeurs olympiques universelles. C'est un universitaire, le professeur Jean Tabi Manga, qui a la lourde charge de maintenir la flamme olympique allumée. Ce centre étant implanté en Afrique, ce centre doit, par ses recherches, établir la vérité sur la contribution africaine à l'élaboration de l'olympisme depuis les temps antiques, de manière à montrer que dans l'olympisme, il y a une interculturalité qui n'a pas toujours été mise en évidence et en valeur. Le top management du CAO peut compter sur l'appui de l'Association des Académies nationales olympiques d'Afrique, l'ANOA, représentée à la cérémonie par son président, le docteur Rida Laouni. Le nouveau bébé a un toit. Ses premiers pas sont attendus par le mouvement olympique continental. Voilà, vous l'avez compris, ce n'était pas le bon reportage. C'était là le tout premier centre africain d'études olympiques qui a été inauguré jeudi dernier à Yaoundé en présence des délégués de l'Association des Académies nationales olympiques d'Afrique, ce qui nous conduit tout droit en sport donc pour parler de cette 8e journée MTN Elite One qui s'est disputée ce dimanche. Fovu Club de Baham prend la tête du classement après sa victoire cet après-midi à Douala sur Astre. À Yaoundé, au stade militaire, APGS Dunfou a remporté le duel face au stade Renard 2-1. Le point de cette 8e journée avec Monique Félicité Chuen. Il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir des buts ici au stade militaire de Yaoundé. APGS Dunfou a trouvé le chemin des filets 2 fois. Le premier but est signé Joël Mouke à la 51e minute. Le danger qui reste dans le camp de Stade Renard de Melon. Et le but. Et le but. Puis Simon Moukete à la 77e minute. Quelque temps avant le coup de sifflet final, Jires Tamo réduit le score en marquant son 5e but de la saison. Jires Tamo vient de rattraper Christian Ginjol Bayemi au classement des buteurs. On a rencontré une très bonne équipe de Renard aujourd'hui. Je crois qu'on aurait dû tuer le match sur les situations de contre qu'on a eues. Mais c'est un indicateur du fait qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire du côté de mon équipe. Et je pense que d'ici le prochain match, on va régler ce qui n'a pas marché aujourd'hui. Autre score de cette 8e journée, Coton Sport de Garoua est venu à bout de New Star de Douala 2-0. Large victoire de Bamboutos de Mbouda sur Dragon 3-0. Nul vierge entre Unisport et Union, UMS et Feutieux. Défaite d'Astre face à Fovu 1-2. Aucun but à l'issue de la rencontre Yafoot-Aigle. Colombe a plié les chines face à Yon Sport Academy. Et puis, domination des Ding Football Club, 3-0 face à AS Fortuna. Incidence sur le classement, Fovu Club de Baham prend la tête avec 17 points, suivi de Coton Sport de Garoua et Feutieux FC, 15 points chacun. Et je vous propose de revenir donc sur ce reportage à la paroisse EPC Marie Gauquer à Yaoundé, cette paroisse qui a abrité ce matin un culte solennel marquant la clôture des assises de l'IRES, l'Institut des responsables de l'Association chrétienne des femmes du consistoire Yaoundé. Le reportage de Napoléon Bonaparte-Besson. 1500 femmes chrétiennes mobilisées pour la cause du Seigneur. L'événement se déroule dans cette paroisse où elles étaient représentées par l'IRES. Venus des 32 consistoires à Yaoundé, ces membres de l'Institut des responsables de l'Association chrétienne des femmes tenaient à démontrer leur dynamisme religieux, et ce depuis le 14 mars dernier. On fait comme ça chaque année, ça se passe souvent. On choisit la paroisse qu'on a choisi Marie Gauquer chez nous pour que nous étudions la parole de Dieu ensemble. Dans une société où l'activité professionnelle tend à prendre le pas sur la spiritualité, le thème des travaux se voulait salutaire et opportun. Le travail peut être vu également dans le sens de la vocation, d'où le thème la vocation et la revalorisation du travail.
Parmi les vedettes de ce 5e dimanche du temps de carême se trouvaient également ces 2 enfants qui recevaient leur baptême au cours d'une homélie riche d'enseignements. Le prédicateur du jour nous a exhortés à produire du fruit pour le Seigneur et à produire ces fruits à temps. Nous avons été appelés dans l'église pour porter du fruit, être le sel de la terre et la lumière du monde. Les fidèles auront aussi retenu que la vocation est un appel divin. Dixit les femmes de Marie Gauquet, rebaptisées avec une pointe d'humour, la diaspora de sur place. Après la religion, la culture, Cameroun, chronique d'une démocratisation assistée. C'est le livre de l'ouvrage, c'est le titre de l'ouvrage que vient de commettre le journaliste Valentin Zinga, un recueil des éditoriaux publiés durant une vingtaine d'années. La dédicace de cet ouvrage a eu lieu vendredi à Yaoundé en présence de journalistes et universitaires. Christian Bachegane. 20 trépidantes années de journalisme résumées en une épaisseur de 300 pages autour d'une centaine d'éditoriaux, rassemblés de façon cohérente et cohésive, tel un essai politique en règle. Journalistes, nous pouvons oser un décryptage qui transcende à la fois l'évanescence des événements, mais en même temps se projette sur la durée, de manière à mettre à la disposition des publics un ensemble de repères, à la fois pour leur réflexion et pour leur action. C'est un peu le témoignage que j'apporte à travers cette somme. Valentin Siméon Zinga fait le pari du développement et prend parti pour la minorité. Sans trahir ni travestir, s'il a choisi un registre relativement soutenu qui trahit fort bien sa lévitation intellectuelle, sa connaissance du monde feutré de la politique confère à son ouvrage une coloration anecdotique, une résonance testamentaire et prospective. Quand on regarde l'actualité aujourd'hui, prenez la question anglophone, prenez notre économie, prenez la manière dont les polarités ou la polarisation de la vie politique se déroule depuis une vingtaine d'années. Je pense qu'on peut avoir des raisons de se dire qu'on ne s'est pas beaucoup trompé. Devant le foisonnement des opinions dans l'espace public, l'éditorial est présenté comme un travail de veille, une offre intelligible des événements qui se nourrit à la sève des faits vérifiés, des preuves imparables et une culture féconde des connaissances variées. Il y aborde des sujets aussi variés que la santé, l'économie, le sport, mais surtout la politique, son champ de prédilection. Il analyse les convulsions politiques de notre temps, interroge les signes, sonde les pratiques, scrute les interactions, souvent avec ironie, parfois avec subtilité, mais toujours avec le sérieux d'un journaliste compétent, de talent et d'allant aussi. Journaliste titulaire d'NDSS de l'École supérieure de journalisme de Paris, Valentin Siméon Zinga a pratiqué le journalisme pendant 22 ans sans discontinuer et fait certainement partie de la très sélective liste de journalistes connus et reconnus dans ce métier qui mène à tout quand on en sort à temps. Place à présent à l'artiste de la semaine. Le 20h30 de ce dimanche braque ses projecteurs sur l'acteur, réalisateur et écrivain camerounais Gérard Essomba Mani, l'un des plus grands acteurs du cinéma africain, de retour au Cameroun après plus d'un demi-siècle passé en France. Il irrigue le cinéma camerounais de son talent et de son expérience. Notre reporter Christian Bachegane l'a rencontré. Acteur de race et de talent, comédien prolifique qu'on peut, Gérard Essomba Mani est assurément aujourd'hui l'un des plus grands comédiens africains de tous les temps. Au regard du foisonnement de sa prestigieuse, longue et palpitante carrière, pour ce natif de Mvogada, distingué de plusieurs prix à travers le monde. Il joue le petit Jean en classe de 5e dans Les Plaideurs de Racine, avant de quitter le Cameroun pour la France à bord du bateau Le Mermoz, grâce aux économies de sa mère. Très vite, son talent explose sur la scène parisienne, devenant l'une des principales voix du théâtre radiophonique de Radio France, avant d'enfiler une kyrielle de rôles et de films. Au théâtre, il a joué devant près d'une cinquantaine de chefs d'État, dont François Mitterrand en 1989. Gérard Essomba fascine par sa voix, son humour rageur, son amour des humanités, ses allures de grand prêtre, une sacrée voix et un franc-parler qui étonne et détonne de véhémence, surtout quand il parle de la méconnaissance de son art dans son pays natal. Les jeunes réalisateurs, mon souhait, c'est qu'ils apprennent d'abord leur métier avant de mettre la casquette de côté et des lunettes noires de dire « je suis réalisateur ». Live Point, le tout dernier film 100% camerounais, un chef-d'œuvre utilitaire. Ce film peut même baisser les tensions qu'il y a dans notre pays. Je vous dis la vérité. Je suis camerounais. J'ai vu des sourires à la fin, à la première projection avec les anglophones. Parce que pour moi, ces gens-là, ils sont tout aussi camerounais que moi.
Élevé il y a peu au rang de patriarche Vogada, Gérard Isomba occupe utilement son temps à l'écriture, à l'encadrement des jeunes acteurs et aux projets cinématographiques d'envergure pour ce monument tutélaire inoxydable de notre patrimoine culturel. Et c'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres. Le président de la République en route pour la Chine. Paul Biya a quitté Yaoundé ce dimanche en compagnie de son épouse Chantal Biya. Le chef de l'État répond à une invitation de son homologue chinois Xi Jinping. La chefferie traditionnelle du Nord-Ouest en faveur d'un retour au calme dans la région. Les Fons du Nord-Ouest étaient réunis ce dimanche à Bamenda autour du ministre de l'administration territoriale à Tangandji. Et puis en sport, championnat MTN Elite One, Fovu Club de Baham prend la tête du classement après sa victoire cet après-midi face à Astre de Douala. Journal préparé avec la collaboration de Cathy Touloué-Langa. Prochain rendez-vous avec les formations sur la CRTV à minuit. Vous serez en compagnie de Caroline Okianoma et de Irène Dianafouda. Pour les éditions de 20h30 de la semaine, retrouvez dès demain Adèle Mbala. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. À très bientôt sur la CRTV. Laurent Amand est issu de la promotion Solidarité africaine de l'EMIA. La nationale numéro 2 à Ebolova subit une cure de jouvence après plus de 20 ans. Trait d'union entre le centre et le sud, c'est aussi l'axe principal entre le Gabon et la Guinée équatoriale. La dégradation de cette route est à l'origine de nombreux accidents mortels. Le reportage de Franck Evina, CRTV Sud. C'est une vieille dame de 25 ans en cours de réhabilitation. La nationale numéro 2 Yaoundé-Bolova est jonchée de nids de poules, souvent à l'origine d'accidents, entre Ngoulmakon et Mengon, tronçon le plus dégradé de cette route longue de 168 km. Il y a de cela 2 semaines, à numéro 2, s'est produit un accident très grave où une tercelle a dérapé et ça fait des dégâts énormes. Il nous arrive souvent de rentrer avec les enfants à pied. Parfois, les voitures sont obligées de quitter même la chaussée pour nous retrouver au niveau du trottoir parce qu'ils esquivent les nids de poules. On faisait de 4-5 mois avec les roues neuves. Mais aujourd'hui, nous sommes incapables de faire 4 mois avec les roues. 8% d'auto de réalisation à ce jour. Le chantier évolue plutôt bien et rassure l'État qui y injecte près de 24 milliards de francs CFA. Il s'agit de reconstituer les différentes structures de la chaussée de cette route, de revoir le système d'assainissement, de drainage, de revoir aussi les ouvrages hydrauliques transversaux. Le maître d'ouvrage, une entreprise camerounaise, réhabilite également les bus à titre préventif. On a dénombré environ 44 passages de bus métalliques et il y a une vingtaine qui ont été recensés. La fin des travaux est prévue pour début 2019. La nationale numéro 2, Yaoundé-Bolova, c'est aussi la principale voie vers les frontières avec le Gabon et la Guinée équatoriale. Dans la page portrait du journal, je vous invite à faire connaissance avec le nouveau président, ou devrais-je dire la nouvelle présidente du Conseil national de la consommation. Jacqueline Kwa Alima Beyala a été portée à la tête de cet organe consultatif mercredi dernier pour une durée de 3 ans renouvelable une fois. La soixantaine entamée, la nouvelle présidente du Conseil national de la consommation était jusqu'à sa nomination inspectrice générale au ministère du Commerce. Son portrait brossé par Marie-Laurence Kay.
D'une allure imposante et forte, Jacqueline Koua, nouveau président du Conseil national de la consommation, n'est pas un terrain inconnu. Elle côtoie ce secteur d'activité depuis plus d'une trentaine d'années, depuis sa sortie d'école en 1984, où elle a occupé différents postes de responsabilité au ministère du Commerce. C'est donc un domaine qu'elle maîtrise et qu'elle entend redynamiser. Je mettrai le meilleur de moi-même pour rendre cette structure opérationnelle viable. Je voudrais lui donner du contenu parce que au plan commercial, nous observons ce qui se passe dans notre pays. Nous avons par exemple l'envahissement de notre marché national par des produits de contrefaçon. Je crois que c'est un aspect des missions sur lequel nous allons axer notre travail. Du haut de ses 60 années, qu'elle aborde d'ailleurs fièrement, on lui donne dorénavant du Madame la Présidente, titre qu'elle porte depuis un moment parce que par ailleurs, présidente de la sous-section OFRDPC d'Obala 3 dans la section Léquier Est, région du Centre. Cet administrateur civil principal hors échelle est reconnu par son dynamisme caractérisé. Je suis une femme qui ne dort pratiquement pas. Et je m'implique beaucoup au travail. Je pense que si cela était un atout, ça pourrait être à mon actif. Madame Koua, née Alima Béala Jacqueline, est mariée et mère de 5 enfants. Une délégation de touristes économiques européens était mercredi dernier sur le site du port autonome de Douala, ce port qui occupe une position stratégique dans le golfe de Guinée, tout comme le port d'Anvers en Belgique, très influent en Europe. Un accord de partenariat a été signé entre les deux ports pour matérialiser leur coopération. Olivier Kingemoli à Douala. Mercredi 7 mars 2018 à Douala, l'aire du large s'offre à une délégation de touristes économiques européens qui ont jeté leur ancre sur les installations du port autonome de Douala. C'est l'une des plus importantes places portuaires au cœur de l'Afrique, au golfe de Guinée. Ces touristes économiques sont en effet membres d'une délégation du port d'Anvers en Belgique, le deuxième port le plus important d'Europe. 9 siècles d'expérience. À Douala, ils sont venus négocier et obtenir un cadre de coopération avec la communauté portuaire de Douala, dont l'attrait est mis en relief par le président du port visite. Ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, M. Emmanuel Nganou-Djoumessi, ministre des Travaux publics, M. Mengot Victor Aré Congo, ministre chargé de mission à la présidence de la République, M. Alamine Ousmane Mey, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, M. Gaston Elundou Essomba, ministre de l'eau et de l'énergie, M. Alim Ayatou, secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique, chargé de la lutte contre les épidémies et les pandémies, M. Luc Sinjoun, conseiller spécial à la présidence de la République, contre-amiral Joseph Fouda, conseiller spécial à la présidence de la République, M. Martin Pana, ambassadeur du Cameroun en République populaire de Chine, M. Simon-Pierre Bikele, chef du protocole d'État, M. Christophe Equin, président de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat, M. Célestin Tawamba, président du groupement interpatronal du Cameroun. Un communiqué est signé du directeur du cabinet civil, Samuel Vondo Ayolo. Avant de quitter le Cameroun, le président de la République a adressé un message à son homologue, un message de félicitations à son homologue Xi Jinping, message dont je m'en vais vous donner la teneur. Monsieur le Président, il m'est particulièrement agréable de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations suite à votre réélection par l'Assemblée nationale populaire à la magistrature suprême de votre pays. J'y associe mes vœux de plein succès dans l'exercice de votre haute fonction. Ma prochaine visite d'État dans votre grand pays contribuera certainement à donner une impulsion encore plus forte à la coopération déjà fructueuse entre nos deux nations. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances renouvelées de ma très haute considération. C'est signé Paul Biya.
La chefferie traditionnelle du Nord-Ouest s'engage à peser de tout son poids pour un retour à la normale dans la région. L'engagement a été pris ce jour à Bamenda au cours d'un conclave qui a regroupé autour du ministre de l'administration territoriale à Tangandji les FON du Nord-Ouest. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre d'une mission de dialogue initiée par le président de la République. Le reportage de Oswald Medung à Bamenda. Écouter et échanger, tel était l'objectif de la mission du ministre de l'administration territoriale dans le Nord-Ouest, ce à quoi il s'est attelé avec les dépositaires du pouvoir ancestral. Aussi, les FON ont-ils convergé vers Bamenda pour écouter celui qui est venu au nom du président de la République. Au cœur des échanges, les perturbations des 16 derniers mois pour saluer le calme et la sagesse dont ont fait preuve les FON. Leur message au président Paul Biya avait bien de quoi satisfaire. Les chefs traditionnels m'ont chargé de dire au chef de l'État de lui dire merci pour le nouveau gouvernement et pour la promotion des fils et des filles des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et que pour cette raison, ils vont plus que jamais collaborer avec l'administration et que pour eux, le Cameroun est un et indivisible. Mais au-delà, il faut agir pour mettre fin à toute tentative de déstabilisation de l'état de droit, d'où qu'elle vienne. La position des chefs traditionnels sur le sujet qu'ils condamnent d'une seule voix est d'ailleurs intransigeante. Nous, le chef traditionnel du Nord-Ouest, on a renvoyé le ministre de l'administration territoriale pour dire au chef de l'État qu'on n'est pas pour les sécessionnistes, on n'est pas là, et qu'on est unis derrière le chef de l'État pour combattre tous ceux qui causent le désordre. En répondant nombreux à l'appel du MINAT, les FON sont aussi venus des 7 départements du Nord-Ouest exprimer leur gratitude au chef de l'État pour la nomination d'un homme d'action, fils du terroir, au stratégique ministère de l'administration territoriale. Pour eux, les portefeuilles qui reviennent aux fils et filles du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont la manifestation d'un père qui écoute. En venant à Bamenda, le MINAT a dit toute sa détermination à restaurer l'autorité dans l'unité des chefs traditionnels, ceux du Nord-Ouest notamment, confrontés ces derniers temps aux menaces des sécessionnistes. À ces derniers, le MINAT laisse le choix entre deux options, se rendre ou faire face à la justice qui, elle, sera sans pitié. Et dans le sud-ouest, les opérations de recherche se poursuivent dans le Lébialem pour retrouver le président du conseil d'administration du DCE Board. Le professeur Ivo Leketambo a été enlevé hier samedi dans la localité de Alou par un groupe d'hommes armés alors qu'il était à bord de son véhicule. Stéphane Tala. La nouvelle de l'enlèvement du PCA du DCE Board hier dans son Lébialem natal s'est répandue comme une traînée de poudre à travers une vidéo postée dans les réseaux sociaux. Des images montrant le professeur Ivo Leketambo presque sans vêtements en captivité en présence d'hommes armés dans une localité étrange. Le sous-préfet de l'arrondissement de Allo m'a appelé pour m'informer que les gens qui venaient à Menji pour une cérémonie de motion de soutien au chef de l'État pour la nomination de leur fils a été perturbée en route. Et immédiatement, j'ai pris les gendarmes pour aller voir exactement ce qui ne va pas. Et arrivé là-bas, le sous-préfet m'informe aussi qu'à 9h30, on avait déjà enlevé le professeur Leketambo. Actuellement, les autorités administratives et les forces de sécurité mobilisent les ressources afin de retrouver le PCA en captivité. Face à la situation, le préfet du Lébialem invite les populations de son département au calme et à la vigilance. Développer une culture inclusive dans les salles de classe à travers les méthodes d'enseignement diversifiées, cette thématique était au centre d'un séminaire qui a regroupé des enseignants des lycées et collèges de la ville de Buea. Les travaux étaient organisés par un groupe d'enseignants dans le cadre du programme Teaching Excellence and Achievement du Bureau des affaires culturelles et éducatives au département d'État américain. Suivons une fois encore le reportage de Stéphane Tala. Une évaluation de la pratique de l'éducation inclusive dans les établissements scolaires a ouvert ce séminaire qui a regroupé plus d'une centaine d'enseignants issus de 20 lycées et collèges de la ville de Buea. 80% d'enseignants ne prennent pas, selon l'étude qu'on a menée, ne prennent pas en compte cette notion d'inclusivité, cette différence qu'il y a entre les apprenants et qui devrait vraiment être une richesse pour l'enseignant.
La suite des travaux va être consacrée au renforcement des capacités des participants avec des stratégies qui leur permettront de mieux comprendre et connaître les apprenants, cela à l'effet d'assurer une éducation équitable sans discrimination liée à un quelconque handicap. L'exercice a été mené à travers 8 présentations par des experts nationaux et internationaux. Grâce au programme Teaching Excellence and Achievement en abrégé TI du Bureau des affaires culturelles et éducatives au département d'État américain, les enseignants du secondaire qui sont sélectionnés bénéficient de 6 mois de formation aux États-Unis d'Amérique. On nous outille sur les différents aspects de l'enseignement et surtout sur les aspects qui sont pratiquement un peu négligés. Nous prenons des cours, nous allons dans des établissements secondaires et nous enseignons également puisque nous avons environ 40 heures d'enseignement à faire. Regroupés au sein de la Cameroon Tea Alumni Association, les bénéficiaires camerounais entendent partager les connaissances acquises avec leurs collègues enseignants des 10 régions du pays. Le brevet de technicien supérieur dans sa composante anglophone passe au scanner. Le Higher National Diploma HND est en instance d'homologation. Les experts du ministère de l'Enseignement supérieur et les partenaires des instituts privés planchent sur un document qui, après validation, rendra le HND effectif dès la prochaine rentrée académique. D'autres précisions avec Pierre Binambaga. Depuis 2015, le ministère de l'Enseignement supérieur a engagé des réformes pour la formation des techniciens supérieurs. Les méthodes actuelles sont obsolètes, donc inadaptées au contexte socio-professionnel ambiant. Les réformes de la formation des techniciens supérieurs par la réforme des programmes du BTS, brevet de technicien supérieur, sont déjà disponibles. Ils sont entrés en vigueur cette année académique et les premiers examens organisés sous l'égide auront lieu en 2019. Maintenant, il est question de finaliser la réforme et d'homologuer les programmes du Higher National Diploma, l'équivalent du BTS en anglais. L'avantage avec ce processus, vous l'avez bien vu, le milieu socio-professionnel est bien représenté. Et nous voulons que ce milieu socio-professionnel, avec bien sûr les représentants des EPS, nous permet de mettre sur pied un programme qui est bon, qui est compétitif, qui est comparatif et qui fait en sorte qu'on puisse former des étudiants de qualité. En finalisant ces programmes du Higher National Diploma, les apprenants auront de la matière. Ils seront rendus officiels avant le mois d'août en vue de leur entrée en vigueur dès la prochaine rentrée académique. Le commandant du Centre d'instruction d'application et de perfectionnement du génie militaire de Douala est en poste. Le colonel Laurent Amand a pris le commandement à Douala au cours d'une cérémonie présidée par le général de division Philippe Mpaye. Le commandant des écoles et centres d'instruction interarmées lui a recommandé de servir jusqu'au sacrifice suprême afin d'offrir une formation de qualité au personnel militaire. Aboubakar Abo, CRTV Littoral. Rituel de prise de commandement au centre d'instruction d'application et de perfectionnement du génie militaire de Douala. Le nouveau commandant du centre est présenté au drapeau. Le colonel Laurent Amand, au pas militaire, axe son plan d'action sur le terrain de l'efficacité afin d'offrir au personnel militaire une formation de qualité. Je rends gloire à Dieu et je dis merci à la haute hiérarchie qui m'a fait confiance. Je sais que je suis à la mesure parce que de toute ma carrière de jeune officier, j'ai passé comme formateur. Je l'ai fait jusqu'au bout et je compte beaucoup sur mes collaborateurs. Je sais que je serai à la mesure de la confiance en moi placée. L'efficacité et la pérennité d'un système de défense passent par la formation et l'entraînement de son système d'hommes, dont la valeur et le rayonnement dépendent essentiellement de la discipline. Cet enseignement est une réalité au Centre d'instruction d'application et de perfectionnement du génie militaire de Douala. Le nouveau commandant du centre, colonel Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Le président de la République en route pour la Chine. Paul Biya a quitté Yaoundé ce dimanche en compagnie de son épouse Chantal Biya. Le chef de l'État répond à une invitation de son homologue chinois. Le film du départ à l'aéroport de Yaoundé-Simalène en tête du journal.
La chefferie traditionnelle du Nord-Ouest en faveur d'un retour au calme dans la région. Les FON du Nord-Ouest étaient réunis ce dimanche à Bamenda autour du ministre de l'administration territoriale. Les détails dans ce journal. En sport, championnat MTN Elite One, Fovu Club de Baham prend la tête du classement après sa victoire cet après-midi face à Astre de Douala. La 8e journée du championnat s'est disputée ce dimanche. On fait le point en fin du journal. Voilà pour les titres. Paul Biya et son épouse ont quitté Yaoundé ce dimanche à destination de Beijing, en Chine. Le président de la République répond à une invitation de son homologue chinois, Xi Jinping. Une visite d'État en République populaire de Chine qui s'inscrit dans le sens de l'amélioration constante des relations bilatérales entre le Cameroun et la Chine. L'ambiance à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, vécue par notre reporter Dieudonné Omba. Ce dimanche 18 mars 2018 était jour de liesse pour les militants RDPC de la Mefouya-Famba, les membres d'une Konkwa et de la Jachabi à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. La raison, ils ont accueilli Paul et Chantal Biya, le temps que le couple présidentiel séjourne ici pour l'embarquement à destination de la République populaire de Chine. Un privilège que les populations ne boudent pas. Pour le dire, des sons et des contorsions de corps. Ambiance qui redouble d'intensité à l'arrivée des deux illustres passagers. Hormis la foule en liesse, les corps constitués, reconfigurés à la faveur du réaménagement de l'équipe gouvernementale le 2 mars 2018. En tête du rang des dignitaires, les présidents des deux chambres du Parlement, suivis des hautes personnalités de l'exécutif, avec le tout nouveau ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Elung Paul Tché, le tout nouveau directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mvondoayolo, et le tout nouveau directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République, Oswald Baboké. Personnalités qui présentent leur civilité au couple présidentiel. Une fois dans la loge présidentielle, le chef de l'État va accorder la seule audience de l'échéance au ministre secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Pendant de longues minutes, Paul Biya va s'enquérir de l'état de certains grands dossiers et donner ses hautes directives à son proche collaborateur. Au même moment, Chantal Biya, la première dame camerounaise, s'entretient également avec les épouses de certains proches collaborateurs de son illustre époux. Quelques instants après, le couple présidentiel prendra le chemin qui mène à l'aéronef, non sans serrer la main une fois encore aux dignitaires présents. C'est d'un pas rassurant que le couple présidentiel, après les civilités des hauts gradés et de l'équipage, retrouve le dernier carré des personnalités. Marcel Niak-Djifendi, le président du Sénat, Kavaye Dubrel, le président de l'Assemblée nationale, Ferdinand Ngongo, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, et Sun Wei, le chargé d'affaires à l'ambassade de Chine à Yaoundé. C'est la dernière articulation avant que le couple présidentiel gravisse l'échelle menant au Boeing 777-200. L'aéronef, après quelques manœuvres sur l'asphalte de Simalène, prendra la voie des cieux où se dissipent les derniers nuages. Direction Beijing, en Chine, où le président Paul Biya, accompagné de la première dame camerounaise Chantal Biya, effectue une visite d'État du 22 au 24 mars 2018. Il y a été invité par son homologue chinois Xi Jinping. Et je vous donne à présent lecture de ce communiqué du cabinet civil de la présidence de la République au sujet de cette visite du chef de l'État en Chine. À l'invitation de son Excellence M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, a quitté Yaoundé ce dimanche 18 mars 2018 en fin de matinée avec son épouse Mme Chantal Biya à destination de Beijing pour une visite d'État en République populaire de Chine. Le chef de l'État est accompagné dans son déplacement de la suite officielle composée des personnalités ci-après désignées. Monsieur Lejeune Mbela Mbela, ministre des Relations extérieures, Monsieur Samuel Mvondoayolo. Les bonnes relations entre les autorités s'étendent aussi vers le monde privé. Je préside maintenant cette délégation. Il y a 20 entreprises qui sont actives à Anvers et qui veulent devenir actifs à Douala ou qui le sont déjà mais qui veulent faire mieux encore.
La motivation est donc évidente. Désormais, le port autonome de Douala et le port d'Anvers sont liés par un accord de partenariat matérialisé par ces deux signatures, celle de Cyrus Ngo, directeur général du PAD, et de son homologue du port d'Anvers. Au-delà de l'appui à la modernisation du port autonome de Douala, la convention de partenariat va aussi rapprocher les milieux d'affaires de Douala et d'Anvers. Avec moi, il y a une vingtaine des entreprises privées dans le secteur maritime, logistique, et l'intention évidemment c'est pour le bénéfice de chacun qu'on peut élargir et agrandir les volumes entre nos deux ports. Sur le quai, les équilibres économiques vont se développer et pour qui connaît la place de l'infrastructure portuaire dans le développement économique d'une ville ou d'un pays, il faut saluer ce partenariat entre un géant et un projet. Dimanche 25 mars, dans une semaine, jour pour jour, les conseillers municipaux iront aux urnes pour élire les sénateurs. En attendant, la campagne se poursuit sur le terrain, une campagne qui se joue dans l'entre-soi des grands électeurs, un électorat que l'on ne touche ni massivement, ni par des tractages dans les marchés, mais qu'il faut convaincre un par un. Agnès Solange-Abessolo. Nous sommes d'attaque. Nous n'attendons pas le dernier jour. Nous sommes d'attaque, nous sommes prêts. Nous allons élire les mêmes sénateurs, plus un nouveau qui a remplacé un décédé, avec sérénité. Et ce n'est pas parce que ces conseillers municipaux auront le dernier mot le jour du scrutin que les rapports de travail qu'ils ont toujours entretenus avec les sénateurs vont s'effilocher. Que non. Les rapports sont bons, on se fréquente beaucoup plus, ils nous appellent. Vous comprenez pourquoi? Tenus au respect de la discipline de leur parti, ces conseillers municipaux, bien qu'adoubés, sont confrontés parfois à une certaine pression. La discipline est de rigueur. Nous avons reçu des consignes par rapport à ces élections. Le dialogue a toujours été sollicité par des partis amis. Et il y a même eu des listes concurrentielles dans le sud. Pour la plupart d'entre eux, la dernière semaine de campagne s'annonce chargée en tractations. Nous avons la pression de gagner, pas de perdre, la pression de gagner tous les sièges. Dans la semaine, le programme est trop chargé. Et chaque section qui a à la charge de conduire la campagne au niveau local va également tenir ses meetings dans la semaine avant le 25. Battre campagne tout en gardant leur libre arbitre reste le gros challenge des conseillers municipaux. Et c'est dans la dernière ligne droite cette semaine. Les femmes rurales de l'arrondissement des Bebda dans la Léquié, invitées à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Appel lancé vendredi au cours d'un atelier de sensibilisation organisé par la dynamique de développement économique et social des femmes, chefs traditionnels et reines-mères du Cameroun. L'atelier présidé par le sous-préfet des Bebda et parrainé par ONU Femmes. Les précisions de Elvire Ninangalim. Inciter les femmes rurales des Bebda dans le département de la Léquié à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Réunies ici, dans la salle des actes, les femmes rurales des Bebda ont été sensibilisées par la dynamique de développement économique et social des femmes chefs traditionnelles et reines-mères du Cameroun, porteuses du projet. C'est la femme qui est la mamelle nourricière. C'est la femme qui tient le pays. Et la femme, j'ai sollicité que la femme de Bebda, qu'elle se fasse beaucoup inscrire sur les listes électorales. Pour qu'on dise qu'à Bebda, il y a 800. Le présent atelier qui offre à la femme rurale de cette contrée l'opportunité de se cultiver est accueilli à bras ouverts par l'autorité administrative. Nous sommes dans une zone rurale. Ils ont convié presque toutes les femmes rurales ainsi que les chefs traditionnels qui sont écoutés. Et nous pensons que ça va aller dans tous les coins et recoins de notre arrondissement. Elles ne sont pas seules dans cette initiative. ONU Femmes leur prête une main forte. Nous pensons que toutes les femmes qui n'ont pas été enrôlées doivent s'enrôler. Je pense que nous avons une cible de plus de 10 000 femmes et nous pensons que nous sommes dans la bonne direction avec les CAM. Aussitôt dit, aussi